bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir chez Onclusive ce matin pour la deuxième édition de notre événement On the Road. Je tiens tout de suite à remercier notre partenaire, le journal Stratégie, qui nous accompagne pour la deuxième fois sur cet événement, ainsi que tous nos intervenants de ce matin pour leurs contributions précieuses. Alors ce matin, on va parler d'IA. C'est un sujet qui occupe beaucoup d'espace, notamment dans les médias. L'IA qui transforme le quotidien de tous nos métiers. Je crois qu'on est tous concernés par cela. Mais l'IA ouvre aussi de nouvelles perspectives pour laisser plus de place à la créativité, à la personnalisation et également à l'analyse. Donc, après cette table ronde, Angelo Aiello, notre directeur commercial Onclusive Social, vous présentera comment Onclusive intègre et utilise l'IA au bénéfice de nos clients dans nos applications Onclusive, dans nos outils. Et puis, bien sûr, on terminera cette petite session autour d'un café pour poursuivre nos discussions sur le sujet. Dernier petit détail technique, je ne sais pas si vous l'avez vu à votre arrivée, mais nous avons installé quelques stations de démonstration de l'IA qui intègre nos outils et toute l'équipe commerciale d'Onclusive est à votre disposition pour vous faire quelques petites démonstrations en live. Voilà, écoutez, je vais laisser la parole à nos intervenants. Vanina, à toi. Merci beaucoup. Merci. Alors, je me présente très brièvement. Vanina Prella-Lerminier, journaliste pour la rédaction du magazine Stratégie. Moi, je vais juste vous donner le programme de la matinée en quelques mots pour vous permettre de vous resituer et ensuite laisser rapidement le programme commencer. La matinée va se décomposer en trois parties distinctes pour répondre à la thématique explorée de l'avenir de l'IA aujourd'hui dans nos métiers. On va d'abord accueillir Frédéric Cavazza dans très peu de temps, qui va nous faire une... Donc Frédéric Cavazza est un expert en transformation numérique et intelligence artificielle. On lui a demandé pour vous de nous refaire une présentation sur l'état des lieux et l'état de l'art en matière d'IA, où on en est aujourd'hui, quelle est la courbe d'adoption et les outils disponibles sur le marché. On enchaînera ensuite sur la table ronde où Frédéric restera avec nous, accompagné de deux autres intervenants que j'aurai le plaisir de questionner autour de ces enjeux-là. On continuera ensuite, comme il vient d'être dit, avec un focus innovation présenté par Onclusive. Et si le temps nous le permet, et c'est ce que je souhaite, parce qu'on a des intervenants de choc pour le faire, on aménagera ensuite une séance de questions-réponses sur les interrogations que vous pourriez avoir. Et nos intervenants seront ravis de pouvoir y répondre. Donc je les ferai remonter sur scène. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Je vais demander à Frédéric de me rejoindre pour sa présentation. Merci. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis donc très content d'être là parmi vous aujourd'hui. Comme ça a été dit en introduction, nous allons parler d'un vaste sujet complexe, sujet anxiogène, qui est l'intelligence artificielle. On m'a confié la lourde tâche, et je vous en remercie, d'essayer de dégrossir ce sujet pour essayer de récapituler ce que l'on sait aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? À quoi ça ne sert pas? L'idée est que vous ayez les idées un petit peu plus claires sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec l'IA générative et qu'on puisse rentrer directement dans des discussions, on va dire, précises sur, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut en faire dans les métiers du marketing, de la communication et de relations presse. Donc, je pense qu'il est important de préciser d'entrée que intelligence artificielle, c'est un terme extrêmement vaste. En fait, c'est ni une technologie, ni un algorithme, ni un logiciel, c'est un concept. C'est l'idée qu'on puisse faire réfléchir les ordinateurs à notre place. Ce concept, il existe depuis plus de 80 ans, d'accord ? Il a connu différentes vagues d'applications au sein de services informatiques. On a connu notamment le machine learning, on a connu le deep learning. Voilà, depuis quelques années, 4 à 5, mais depuis 2 ans avec ChatGPT, le grand public en a connaissance. On a une nouvelle vague d'applications qui repose sur ce principe d'intelligence artificielle. Donc, encore une fois, quand on fait référence au terme IA, on désigne beaucoup de choses et pas simplement ChatGPT qui n'est qu'une toute petite façon de faire de l'intelligence artificielle. C'est important également de rappeler que
Le principe d'intelligence artificielle est mis en application dans les métiers du marketing et de la communication depuis bien plus longtemps qu'on ne le pense. Le récit que l'on nous livre aujourd'hui, c'est de dire que ChatGPT révolutionne le marketing et la communication parce qu'il permet de générer des contenus. Non, c'est faux. Il y a 20 ans, nous avions déjà des robots rédacteurs qui étaient capables de rédiger des contenus. D'accord ? À partir de fiches techniques, nous étions capables de rédiger des descriptions de produits. On le faisait sur les boutiques en ligne parce que c'était mieux pour le référencement sur Google. À partir des résultats, par exemple, des chiffres publiés par les chambres de notaires, on était capable de sortir tout un tas d'articles sur l'évolution des prix de l'immobilier dans tel et tel quartier de telle ville. Le soir des résultats d'élection, on était capable de sortir 10 000 articles en 1 heure sur le détail des élections, parce que c'est le premier qui publie qui est le mieux référencé. Donc ça existe depuis 15 ans maintenant. On a tendance à l'oublier, mais ça existait déjà. C'était plus coûteux, c'était plus long, ça fonctionnait moins bien, mais ça existait déjà. On a également tout un tas d'applications de l'intelligence artificielle dans l'analyse statistique qui est en place depuis des années, notamment dans le marketing et la communication. Ça, c'est moi en 2017. Déjà à l'époque, je présentais le panorama des solutions d'intelligence artificielle dans le marketing et la communication. Donc, on est vraiment dans un schéma d'évolution, d'accord, de ce que l'on peut faire en mettant en application le principe de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de révolution disruptive, ça n'est pas vrai. Ce que l'on constate néanmoins, c'est qu'aujourd'hui, on a une meilleure maîtrise de ce qu'on appelle l'approche probabiliste. Rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques ou mathématiques très soporifiques. Retenez juste que, jusqu'à présent, pour mettre en application le principe d'intelligence artificielle, donc pour faire réfléchir les ordinateurs à notre place, soit on crée des moteurs de règles, donc pour pouvoir appliquer des règles, soit on s'appuyait sur des calculs statistiques pour analyser des grands volumes de données et en tirer des conclusions, soit plus récemment, nous faisons des calculs probabilistes pour essayer d'anticiper, on va dire, des événements. Ce principe probabiliste d'anticipation nous permet de mieux générer des contenus, ou du moins de générer des contenus qui sont de meilleure qualité. Voilà pourquoi on a cette impression d'accélération, cette impression de faire ce qu'on n'a jamais vu avant. Comme je vous l'ai expliqué, on l'a vu avant, simplement c'était moins bien, c'était plus long, c'était plus coûteux. Aujourd'hui, on a une autre façon de le faire avec les IA génératives, donc qui reposent sur des modèles probabilistes, ce qui nous permet de générer, entre autres, des contenus dans de meilleures conditions. Ce qui est certain, c'est qu'il a fallu assez peu de temps au marché et aux éditeurs pour nous proposer tout un tas de solutions. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous parler de 2030 ou 2035. Voilà grosso modo ce que l'on peut faire très simplement avec les outils qui sont à notre disposition. Donc ça peut être ChatGPT, ça peut être Claude, ça peut être Gemini, ça peut être Copilot, ça peut être Perplexity, ça peut être tout un tas de services qui existent et dont vous avez déjà entendu parler. On peut faire de la génération de contenu textuel, donc générer des définitions, des articles, des emails. On peut modifier du texte, faire des résumés, des traductions, des reformulations. On peut générer des contenus multimédia, images, vidéos, sons. On peut manipuler des contenus multimédia, notamment apporter des modifications, faire des transcriptions. On peut également générer et manipuler du code. On peut faire des recherches avancées, donc des procédures de recherche avec un plan de recherche détaillé. On peut analyser des données en vrac, ce qui est très intéressant, parce que si on n'a pas à disposition des données structurées, les modèles classiques d'intelligence artificielle ne savent pas forcément faire. On peut également maintenant produire du raisonnement, donc on peut demander à une IA de décomposer un problème en des sous-problèmes plus simples à résoudre. Ça, c'est venu assez vite, en moins de 2 ans. Ce sont des outils que l'on nous propose qui sont gratuits, donc c'est un peu la révolution. On se dit « Waouh, c'est génial, comment on a fait pour vivre sans ?» Un peu comme à l'époque d'Uber. Vous savez, quand l'application est sortie, il y a une dizaine d'années, on s'est dit « Mais comment on a fait pour se contenter de ces abrutis de taxis, n'importe quoi, plus jamais de ma vie je monterai, maintenant c'est Uber, ainsi de suite. » Bon.
Maintenant, on sait que l'histoire, voilà, c'est pas si simple. En fait, le service était déficitaire et qu'aujourd'hui, voilà, les taxis ont revu leur façon de fonctionner. Maintenant, on va dire, c'est plus si simple. Je pense qu'on est dans un schéma équivalent aujourd'hui, qu'on a ce phénomène de stupéfaction parce qu'on met entre les mains du grand public des services gratuits extrêmement performants. Donc, on a, waouh, cette adoption éclair qui, je pense, évoluera dans les prochains mois, dans les prochaines années, parce que ça coûte très très cher de faire tourner tout ça et c'est pas rentable. Donc on va avoir peut-être une petite douche froide dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, ces services sont là, on aurait tort de ne pas les utiliser. De quels services on parle? Alors, je ne vais pas vous faire un détail de tous les services qui existent, parce que là, on en aurait pour la matinée, simplement. Je pense que c'est important d'avoir les idées claires sur, grosso modo, qu'est-ce qui est à notre disposition et quelle est la proposition de valeur. Ce qui est à notre disposition, ce sont par exemple les chatbots. ChatGPT est une bonne illustration. Les chatbots qui sont des moteurs de questions-réponses. On pose une question, on a une réponse, ni plus ni moins. Si vous posez la mauvaise question, vous avez la mauvaise réponse. Si vous ne posez pas de question, vous n'avez pas de réponse. Donc les chatbots sont très intéressants, mais ils restent limités. Nous avons également des outils de création, comme Midjourney ou Firefly d'Adobe. Vous leur soumettez un thème et ils vous génèrent des images, du son, de la musique, des vidéos, des podcasts, tout ce que vous voulez. Tout ça est très intéressant, mais ça pose encore des petits soucis de droit d'auteur parce que ces modèles sont capables de, par exemple, on l'a vu la semaine dernière, transformer une photo en un dessin animé ou en une illustration comme le font les studios Ghibli. Ils n'ont pas le droit parce qu'il y a une patte de ce que fait ce studio japonais d'animation des studios Ghibli, donc ils n'ont pas le droit de faire ça. Donc là, on est sur une zone grise. On a un troisième type de service qui sont les agents, d'accord, les agents intelligents qui sont capables de réaliser des tâches à notre place. Perplexity, par exemple, vous pouvez lui demander quel est le meilleur smartphone, il va vous le trouver, achète-le-moi, il va vous l'acheter. Donc ça, c'est intéressant. Si on délègue, on va dire, les droits, on a des automates qui peuvent réaliser des tâches à notre place. Et on a enfin une dernière catégorie qui sont les assistants. Les assistants qui sont grosso modo capables de faire tout ce que font les autres, mais en plus, comme ils vivent sur notre matériel, sur notre ordinateur, sur notre smartphone, ils sont capables d'anticiper. Copilot dans Windows, par exemple, tous les matins, il vous propose une revue de presse personnalisée, ça s'appelle Copilot Daily. Il est capable de vous rappeler vos rendez-vous, de vous dire je t'ai fait un résumé de la précédente réunion. Voilà. Ils anticipent vos besoins parce qu'ils vivent dans l'écosystème dans lequel ils sont. Donc si vous êtes dans un écosystème Microsoft, c'est Copilot. Si vous êtes chez Apple, c'est Siri. Si vous êtes sur un smartphone Android, c'est Gemini de Google. Donc on peut comme ça décomposer le marché des services d'intelligence artificielle générative dans ces quatre catégories pour y voir un petit peu plus clair. Sinon, concrètement, aujourd'hui, pas en 2035, pas en 2026, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA générative dans le marketing? Tout, en fait. Tout ce que vous faites dans le marketing, on peut le faire grâce aux IA génératives, que ça soit en matière de création, de contenu de site ou d'actifs numériques, de manipulation, d'écoute, d'analyse ou de gestion. Tout ce que vous faites aujourd'hui dans le marketing, dans la communication, vous pouvez le faire en théorie un petit peu mieux grâce aux IA génératives parce que ça va vous aider à travailler différemment, à travailler mieux. Le tout étant d'apprendre à s'en servir, le tout étant d'intégrer ces outils dans vos routines de travail pour ne pas perdre trop de temps à faire des copier-coller, à aller d'un service à l'autre, et où j'ai mis mon mot de passe, et j'arrive pas à me connecter, ah mince, j'ai fait un mauvais copier-coller. Voilà, tout ça, ça fait perdre du temps. On espère gagner du temps, mais ça en fait perdre. Donc l'important, c'est d'avoir des outils qui soient intégrés dans les routines de travail. Et là, effectivement, là, on parle. Là, on peut faire des gains de productivité. Ce qui nous amène à parler de... Est-ce que l'IA générative s'applique également au métier des relations publiques ou des RP? Oui, on a différents cas d'usage que l'on peut envisager. Donc, on a un spécialiste des RP qui va nous parler tout à l'heure, qui aura un avis un petit peu plus précis. Ça, c'est simplement une réflexion que j'ai menée de façon personnelle, on ne s'est pas concerté, mais si on se dit, grosso modo, vu les capacités des modèles génératifs aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que l'on peut faire dans les RP?
Si on prend dans l'ordre, on va dire, d'un schéma traditionnel de fonctionnement d'une agence RP ou d'un agent de RP, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut s'en servir pour résumer, par exemple, un entretien avec un client. Vous enregistrez ce qu'il dit et après, ça fait la retranscription, vous en faites la synthèse. On peut effectuer des recherches sur un sujet. Vous avez un nouveau client qui est sur un domaine très particulier, vous demandez à une IA de vous synthétiser, de vous résumer le domaine et comment ça fonctionne, quels sont les enjeux. Vous pouvez obtenir des informations sur des concurrents avec des benchmarks très précis, quels sont les points faibles, les points forts et ainsi de suite. Vous pouvez générer ou affiner des concepts de campagne, parce qu'on n'est pas hyper créatif tous les jours, donc des fois, on a des petits coups de mou. C'est bien d'avoir, on va dire, quelqu'un d'autre qui puisse nous susurrer des idées ou générer des idées à notre place. Bien évidemment, on peut rédiger un communiqué de presse, pas l'envoyer tel quel, on va dire qu'on va générer une première version pour pouvoir après l'affiner, le retravailler, mais c'est toujours bien de ne pas partir d'une feuille blanche. On peut réaliser ce que j'appelle des tests de risque de controverse, c'est-à-dire qu'on va soumettre une annonce ou un communiqué de presse à des niches cibles, on appelle ça des consommateurs synthétiques, pour voir comment ils vont le prendre, comment ils vont interpréter cette news en fonction de la façon dont c'est formulé. On peut reformuler ou adapter un communiqué de presse, d'accord? Donc on peut revoir la façon dont il est écrit, on peut revoir le style dans lequel il est écrit. Bien évidemment, on peut décliner un communiqué de presse dans d'autres formats. Donc on peut le réduire, on peut le rallonger, on peut en faire une infographie, on peut en faire un podcast, on peut en faire des images animées, on peut générer des illustrations. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec les modèles. Bien évidemment, on peut traduire un communiqué de presse dans toutes les langues, absolument toutes les langues, même en breton, respect pour les Bretons. On peut également localiser un communiqué de presse. Donc si vous avez des pays particuliers que vous ciblez, donc ça peut être, je ne sais pas moi, les pays du Golfe, ça peut être la Chine ou la Corée du Nord, vous pouvez, je ne sais pas moi, modifier les illustrations pour essayer de faire en sorte qu'elles soient plus conformes à ce qu'ils attendent. Vous pouvez également constituer ou segmenter des listes de contacts. Si vous avez des listes de contacts en vrac, si vous avez une grille Excel qui est bien formatée, j'imagine que vous pouvez le faire, ça c'est pas la question, je ne remets pas ça en cause. Maintenant, si vous avez des contacts en vrac à droite et à gauche, un modèle peut vous aider à rassembler tout ça et à segmenter proprement. On peut décliner des communiqués de presse en messages sur les médias sociaux. On peut également mettre en place des agents de veille. Donc il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire. Je ne sais pas si tout ça sont une réalité, si ça existe, puisqu'encore une fois, c'est une réflexion que j'ai menée de façon personnelle. On en reparlera tout à l'heure, on en dira un petit peu plus sur là où on en est. Ce qui est certain, c'est qu'on est au-devant d'une évolution qui est peut-être beaucoup plus importante qu'on ne le pense. Il y a ce proverbe qui nous dit que les innovations, on a tendance à les surestimer à court terme et à les sous-estimer à long terme. Essayons de se projeter pour voir aujourd'hui qu'est-ce qui nous arrive et vers quoi on se dirige. Ce qui nous arrive en fait, c'est que le phénomène d'industrialisation qu'on a connu par exemple dans les métiers manuels avec l'organisation scientifique du travail, on est en train de le connaître aujourd'hui pour les cols blancs, donc pour les travailleurs du savoir, avec la réorganisation algorithmique du travail. Aujourd'hui, on a des chatbots qui nous apportent une assistance. On pose une question, ils amènent une réponse, donc de la connaissance. On commence à avoir des agents autonomes qui sont capables d'automatiser un certain nombre de tâches qu'on va leur donner. On va avoir des agents intelligents auxquels on va pouvoir déléguer des tâches un petit peu plus complexes. Et surtout, on va avoir des assistants numériques de plus en plus puissants qui pourront orchestrer des agents intelligents ou solliciter différents chatbots à notre place pour pouvoir faire mieux avec moins. Ça, c'est ce qui va se passer en 2025-2026. On connaît à peu près la trajectoire d'évolution. Je vous remercie pour votre attention. J'espère qu'on a les idées un petit peu plus claires maintenant.
Merci Frédéric. Je vais vous demander de rester avec moi maintenant pour enchaîner sur l'exploration de cette thématique, marketing, communication et IA, que nous réserve l'avenir. Alors on va maintenant attaquer la table ronde pour répondre à différentes questions. Quelle est la courbe d'adoption de l'IA? On parle de tout ce qu'on peut faire, mais où est-ce qu'on en est concrètement aujourd'hui? Une fois les premiers coups de buzz passés, finalement, à quoi ça va pouvoir servir? Comment va-t-elle? On sait qu'on est en phase d'une transformation numérique qui va opérer comme la précédente transformation digitale dans les années 2000. Donc on sait que ça va prendre encore plusieurs années. On peut parler de décennies. Donc ça transforme aujourd'hui, mais comment ça transformera demain? C'est pour ce type de questions que je vais appeler deux autres intervenants qui sont Christophe Asselin, Senior Insight et Content spécialiste Onclusive pour Onclusive, que je vous demande d'accueillir, et François Gobillot. Bonjour. Qui est copilote de la commission IA du SRP, instance représentative des RP, et directeur de l'agence Axicom. Donc ma première question va être très directe. On va enchaîner sur l'esprit finalement de la présentation de Frédéric. Aujourd'hui, messieurs, l'IA, ça sert à quoi? Alors Frédéric, je vais vous laisser la parole puisque vous m'avez l'air bien lancé. Voilà. Non, non, je ne suis pas le boomer qui ne sait pas se servir du micro. Non, non, c'est pas moi, c'est l'autre. Donc je répète ce que j'ai dit. Effectivement, l'intelligence artificielle, c'est un principe. Comment est-ce qu'on met en œuvre ce principe? On a plusieurs façons de le faire. On a les moteurs de règles qui permettent d'automatiser des tâches. On a les modèles statistiques qui permettent d'analyser les événements passés. Et on a les modèles probabilistes qui permettent de se projeter et de générer des choses à partir de contenus déjà existants. Si la question que tu me poses, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les modèles génératifs, quasiment beaucoup de choses dans notre quotidien, puisque le quotidien d'un col blanc, donc d'un travailleur du savoir, c'est essentiellement communiquer, produire du contenu, produire de la réflexion, des analyses et coordonner les travaux des uns et des autres. Quasiment tout ça, on peut le faire aujourd'hui avec les modèles génératifs. Oui, ce métier étant directement lié effectivement au contenu. François, Frédéric vous a tendu une perche pendant la présentation. Donc vous êtes effectivement, vous formez aujourd'hui, enfin en tout cas vous travaillez sur ces sujets-là pour l'instance représentative des agences, mais vous dirigez vous-même une agence qui s'appelle Axicom. Comment vous utilisez aujourd'hui l'IA au quotidien ? Alors Frédéric, ça marche. Frédéric a effectivement tout dit, donc merci, c'est bon. Non, mais c'est vrai que sur les usages, tu les as très bien décrits. Je reviendrai sur ce qu'on fait avec le SCRP parce que c'est important, mais sur cette première question, donc ça existe pour répondre à la question que Frédéric posait. En agence, je crois que toutes les agences se sont demandé comment faire, et c'est vrai que l'IA, spontanément, on se dit ça donne des super pouvoirs pour une agence parce que instantanément, tout le volet rédactionnel. En fait, il y a trois grands points que je peux adresser ce matin, mais le volet rédactionnel, la partie un petit peu recherche, analytique, voilà, qui englobe beaucoup de choses, et puis l'idéation, que tu as mentionné aussi. Sur le volet rédactionnel, on peut tout imaginer. Le retranscript, très intéressant, quand on prend des discours et puis d'un dirigeant, n'importe quoi, et qu'on va le retranscrire, l'analyser, ensuite le reproduire dans différentes formes de contenu, que ce soit des articles d'opinion, des blogs, des posts de réseaux sociaux, toutes ces choses-là. Donc vraiment toute la mécanique de fonds de commerce d'une agence de RP fonctionne avec des intelligences artificielles. On s'aperçoit quand même rapidement que les IA, depuis qu'on les utilise au quotidien, ça donne un premier jet. Souvent, il faut quand même regarder avec un deuxième œil ce qu'on est en train de sortir, parce que c'est vraiment cette phase-là qui est la plus importante. Donc c'est vraiment des assistants, mais il faut travailler. Sur l'analytique, tout ce qui est veille média, donc retrouver des champs lexicaux, des thématiques, des territoires de communication qui existent ou qui n'existent pas, parce qu'il faut aussi regarder en creux. Donc il y a beaucoup de choses là-dessus, trouver des signatures d'articles,
articles. Perplexity, par exemple, est très bon pour faire ce genre de choses. Donc voilà, donc ça c'est important parce que nos clients en agence ont besoin de cette analyse. Que disent les concurrents, sur quels médias ils sont présents, et tout ça c'est vraiment beaucoup plus rapide. Donc voilà, et en matière d'idéation, pareil, ça fait un sparring partner, puisqu'on peut très vite, quand on soumet une idée à Claude ou Gemini ou ChatGPT, il va nous dire OK, il va nous en suggérer d'autres qui ne sont pas très bonnes non plus, mais en travaillant un petit peu et en recevant les questions que les IA peuvent poser, on peut amener une réflexion et finalement très vite personnaliser des campagnes créatives. Sur le fond, on a aussi beaucoup de back-office qui peut être fait en agence, et j'en reste là. Toute la partie des devis, surtout des devis en fait. Quand on dit qu'est-ce qu'on fait comme proposition, les IA sont très fortes pour très bien lister l'ensemble des tâches, resegmenter l'ensemble des tâches, ce qui est extrêmement important pour décliner la valeur qu'on apporte à notre service, parce qu'il y a aussi cette confusion-là sur laquelle on va pouvoir revenir, que les IA vont remplacer les agences, donc on n'en est pas là. On a besoin aussi de retravailler la valeur. Donc en fait, c'est ce que vous me disiez en préparation, il faut s'y mettre sans plus attendre et sans tergiverser. Vous me disiez aussi, on attend le grand outil DRP, il n'est pas encore là. On va probablement aller vers une génération d'outils spécialisés. Donc je demande à Christophe, qui le représentant Onclusive ici, où en est-on de ces outils justement ? Alors, voilà, concernant les outils, je reviens sur ce qu'on a pu faire en analyse média et social média. Tout à l'heure, Frédéric disait c'est pas nouveau, il y a des choses qu'il montrait une présentation de 2017. On a intégré il y a à peu près 9 ans, justement, dans les outils spécifiquement de social media listening, donc de la collecte de toute la matière social media qu'il peut y avoir sur les médias sociaux, les réseaux sociaux, des briques d'intelligence artificielle, spécifiquement du machine learning et du deep learning. Deep learning, c'était spécifiquement pour reconnaître les logos des marques dans les images, par exemple, ce que vous avez aussi dans votre voiture qui reconnaît les panneaux de vitesse sur la route. Le machine learning, donc de l'apprentissage, on donne à manger aux IA pour qu'elles comprennent que tel message sur les réseaux sociaux il est plutôt négatif, positif, ou qui parle de telle ou telle société. C'est une vraie avancée. L'analyse de tonalité, par exemple, positif, négatif, avant, on fonctionnait avec des listes de dictionnaires, et ça gère mal, par exemple, de l'ironie. Quelqu'un qui dit bravo la SNCF ou bravo Air France, j'ai rien contre Air France ou la SNCF. On ne sait pas si c'est quelqu'un qui dit bravo la SNCF ou si c'est quelqu'un qui dit bravo la SNCF. Il y a une nuance, si c'est ironique ou pas. On est un des pays champions du cynisme et de l'ironie sur les réseaux sociaux. Là, avec le machine learning, on lui fournit, depuis bien un peu de temps maintenant, des messages. Il va comprendre le contexte. Il va dire, là, quand on dit bravo à la SNCF, c'est plutôt négatif, ou là, c'est plutôt positif. Idem pour boulanger ou boulanger. On surveille, on a comme client boulanger, mais c'est pas mon boulanger, c'est pas chez le boulanger. Je peux les faire tous, Orange, Target aux USA. Target, on avait des listes de requêtes de 100 lignes avant. Maintenant, en fonction du contexte, on sait que le message parle de boulanger, le magasin d'électronique, mais pas de son boulanger. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est une vraie avancée. Et puis, il y a eu l'arrivée finalement de l'intégration de l'IA générative. C'est essentiel dans ce qu'on appelle, par exemple, l'analyse des tendances. Alors, tendance, c'est un mot au sens large. Ce qui veut dire, c'est qu'on va être capable de détecter aussi bien pour l'évolution des conversations que pour la gestion de crise, les prémices d'un développement fort de conversation. Donc, les IA, à travers le machine learning, vont pouvoir comprendre de manière statistique et quantitative qu'il y a quelque chose qui se passe, quels émetteurs vont s'exprimer, quel volume de conversation, suivant quels mots-clés. Et couplé justement à l'analyse générative, on va pouvoir synthétiser et proposer des résumés de ce qui se passe autour d'un pic. Et ce qui est très intéressant avec maintenant les possibilités de l'IA générative à grand volume, c'est qu'on va pouvoir gérer des très très grands volumes de messages sur les médias sociaux, dans les articles ou dans les médias, pour les synthétiser. Et des volumes de données hétérogènes et souvent très diversifiés.
Les plus gros événements qui génèrent les plus gros volumes d'actualités très diversifiées, ce sont les élections dans le monde. On en a eu beaucoup récemment. Alors évidemment, il y a les événements sportifs qui génèrent beaucoup de volume, mais ce n'est pas aussi diversifié en termes de sujets. Les élections, on parle de beaucoup de choses. Il y a les candidats, il y a les sujets politiques, il y a les territoires. Enfin, c'est très complexe. Et les élections les plus complexes qui peuvent exister à analyser et à synthétiser, c'est les élections américaines. Vous savez qu'il y a différents niveaux. Il y a le niveau fédéral, on va élire le président. On va élire des représentants à la Chambre des représentants, des sénateurs, puis au niveau local, le même jour, on élit les gouverneurs, des représentants locaux, le chef de la police, le responsable des ordures ménagères, bref. Si vous voulez analyser tout ça dans 50 États, c'est impossible à faire. Là, on ne parle pas de gain de temps, on parle de choses qu'on ne faisait pas avant. Quand j'ai commencé à analyser les élections américaines il y a 1 an et demi, on n'avait pas ces outils puissants. Là, je parle d'analyse de millions de mentions qui vont parler de Trump ou de Kamala Harris ou d'autres. Et on va pouvoir cibler des sujets très précis. Donc un État, les swing states, la Pennsylvanie, à l'intérieur de la Pennsylvanie, tel ou tel district, les élections sénatoriales, les représentants, le gouverneur. On peut générer des centaines de synthèses par jour. Et l'idée, ce n'est pas de générer des centaines de synthèses, c'est de aller très profondément dans l'analyse pour détecter des tendances. Là, il y avait par exemple des enjeux. On a travaillé avec Associated Press pour voir s'il y avait des votes locaux qui seraient différents du vote national. Et dans pas mal d'États, par exemple, on votait localement démocrate et on votait Trump au niveau de la présidentielle. Autre exemple, les élections allemandes. Tout à l'heure, Frédéric a aussi parlé de possibilités de traduction. On avait décidé d'analyser les élections allemandes cette année, donc qui ont lieu les élections fédérales qui ont eu lieu au mois de février, mais de collecter uniquement les données en allemand, en langue allemande, pour ne pas avoir le prisme d'interprétation, d'analyse de médias étrangers. C'était un choix. Et donc on a collecté directement des centaines de milliers de messages en allemand, que ce soit des médias ou du social media. On fait des synthèses, donc très précises, par candidat, par programme, par thématique. Et on va les traduire dans la langue de son choix. Moi, je ne lis pas l'allemand, ou très mal. Je n'avais pas de collègue consultante allemande pour générer les analyses. J'ai collecté des données uniquement en allemand et j'ai généré les synthèses directement, très vite, en français et en anglais. Ce qui s'affiche à l'écran, on peut générer ça en chinois, en russe ou en japonais, par exemple. Il y a un vrai gain, il y a évidemment un vrai gain de temps. Et si j'applique aussi cette démarche aux élections américaines, on peut aussi localiser et adapter. Ce n'est pas seulement de la traduction. C'est-à-dire que, par exemple, les médias d'Amérique latine s'intéressaient pour les élections américaines à certains sujets en particulier, notamment les frontières et l'immigration. Ils ont localisé les synthèses dès le départ sur ces aspects-là dans les élections américaines et ils ont généré leur résumé en espagnol ou en portugais, alors que c'était essentiellement des mentions en anglais. Voilà sur des usages très précis où non seulement on gagne du temps, mais on fait des choses qu'on ne faisait pas avant, tellement il y avait une complexité et une masse de travail importante. Alors, on voit que les usages sont infinis. Je vais vous récupérer la zapette. Oui. Une fois qu'on s'est dit ça, la question, Frédéric, c'est de savoir comment, aujourd'hui, on peut implémenter cette culture, parce qu'on parle bien de culture, on ne parle pas seulement d'outils. Comment on arrive à changer les choses dans les organisations pour justement arriver tout simplement à manier tous ces potentiels? C'est pas simple. Vous avez dû vous en rendre compte déjà avec le cloud computing. Donc ça fait 10 ans qu'on essaye d'expliquer qu'on ne doit plus stocker des fichiers sur le disque dur, mais le mettre dans le cloud. C'est compliqué de changer les habitudes parce qu'on n'a pas forcément confiance en où sont les fichiers dans le cloud. Avec l'IA générative, c'est encore pire parce que on a un problème culturel déjà avec la machine. On a grandi avec Terminator, donc dans la culture occidentale, la machine, elle est méchante. Donc on a du mal à lui faire confiance. On a du mal également à appréhender ce que c'est que l'intelligence artificielle, ce que sont les modèles génératifs, parce que personne ne prend le temps de l'expliquer. Et ça, c'est très dommage. Donc on a un déficit de compréhension de ce que c'est. On a peur de ce que l'on ne comprend pas. Et en plus, on a une résistance naturelle au changement, donc ça ne sera pas si simple. Ce qui est certain, c'est que on va devoir faire un gros travail d'acculturation, un gros travail d'accompagnement pour arriver à changer les habitudes de travail, pour arriver
ne serait-ce qu'à faire comprendre à chaque salarié que la fusion entre l'homme et la machine, elle est effective depuis très longtemps. Si je vous prends votre ordinateur, vous ne pouvez plus travailler. Donc quand on nous dit « Ah, mais en 2035, on va avoir des IA qui vont faire le travail à notre place, mais on va nous forcer à travailler avec des IA, mais ça fait 15 ans qu'on te force à travailler avec un ordinateur. C'est pas grave, tout va bien se passer. » Voilà, il faut avoir simplement changer la façon de travailler, essayer de faire mieux avec moins. Voilà, on va avoir un gros travail d'accompagnement culturel, psychologique, émotionnel, parce que, encore une fois, dans la culture occidentale, la machine, elle est méchante. Et en plus, on n'a pas pris le temps d'expliquer correctement l'IA, donc ça fait quand même pas mal de difficultés à surmonter. Vous me disiez aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'il faut arrêter d'appliquer la méthode des cas d'usage. Il faut plutôt faire sa liste de problèmes. Effectivement. Aujourd'hui, la façon dont on nous vend l'IA générative, c'est que vous avez des grands cabinets de conseil qui débarquent et qui vous disent on va lister tous les cas d'usage. Donc en gros, on va définir la façon dont vous allez l'appliquer. C'est bien. Ça leur permet de facturer beaucoup d'heures. En revanche, s'il faut qu'on vous explique comment s'en servir, c'est que naturellement, vous n'en voyez pas l'utilité. Donc je pense que la bonne méthode, c'est pas d'arriver d'autorité en disant, voilà, la DSI t'explique comment utiliser l'IA générative à travers des cas d'usage avec des fiches méthodologiques bien précises, mais plutôt d'essayer de faire confiance à chacun des salariés et leur demander où est-ce que tu perds le plus de temps. Donc, en gros, quel est le problème que l'IA peut potentiellement résoudre pour toi? À partir du moment où on commence à raisonner comme ça, là, c'est plus intéressant et là, on est dans une démarche volontariste. Je vais chercher de l'aide pour faire mieux avec moins. Donc, quel est ton problème? Et vous disiez aussi quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est qu'on va être obligé de former aux outils parce qu'effectivement, il faut démarrer le plus vite possible, mais tout ce qu'on va faire aujourd'hui ne servira plus à rien demain, puisque ces outils vont encore beaucoup évoluer dans les années à venir. Et vous, Christophe, vous me disiez aussi quelque chose de très intéressant. Vous me disiez, sur les outils, justement, vous me disiez, c'est pareil, il faut arrêter de penser outils. Alors, c'est vrai que là, on a toute une liste d'outils qui paraissent tous les jours, en plus qui évoluent chaque semaine pratiquement. Il faut partir de ce qu'on appelle en bon français le pain point, hein, ce qui va poser problème aux salariés. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'il y a de plus en plus de spécialisation horizontale et même verticale dans les outils. Donc, Frédéric a montré la spécialisation horizontale notamment, et les outils pour la traduction, la génération de vidéos, etc. Par exemple, nous, chez Onclusive, on s'est dit, ce qui pose le plus de temps, c'est de rédiger, d'analyser et de structurer ces idées. Donc, on a choisi une IA maison en plus de nos IA propriétaires, comme Claude, parce que c'est une brute pour rédiger et analyser. On voudrait gérer des choses qui sont plutôt dans l'actualité fraîche. Bon, on peut tester Grok pour voir ce qu'on va tirer de l'analyse de tweets un peu plus récents et de ce qu'il peut faire avec un corpus très vivant d'actualité. Donc, il faut regarder les spécialisations horizontales et aussi verticales. Hein, c'est un peu comme dans toute un petit peu révolution entre guillemets informatique, on a toujours les mêmes secteurs qui sont à la pointe, c'est-à-dire c'est l'armée, c'est la santé et souvent la finance, qui vont développer eux-mêmes ces entreprises de ces secteurs-là, leur propre IA, qui vont un petit peu tirer le marché avec des problématiques très précises. Donc maintenant, il faut partir effectivement de son problème, sa douleur en interne, et essayer de faire son marché, mais en testant les IA au départ. Il faut surtout tester et profiter justement qu'il y a beaucoup de versions gratuites qui sont accessibles, même si elles sont très vite limitées. Hein. Par exemple, si vous utilisez Grok, vous voulez avoir la recherche en profondeur, vous allez être limité à 2 requêtes par jour et ça vous frustre. Bon, c'est du marketing. Mais tester comme tous les outils. Ça reste classique finalement, hein, comme courbe d'apprentissage, et puis ça va être toujours l'humain qui va poser problème en quelque sorte entre la machine et le clavier, quoi. Alors François, vous êtes un peu notre cas pratique vivant. Donc vous, chez Axicom, comment vous acculturez vos équipes et comment vous avez mis en place des process et des méthodes de travail IA ?
Peut-être juste avant de parler chez Axicom, au niveau du SCRP, il y avait quand même un point, c'est on a travaillé sur cette injonction très forte de l'IA, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, médiatiquement, et on a fait cette analyse médiatique, parce qu'on travaille beaucoup avec les instituts de surveillance, on s'est aperçu que le terme IA, au niveau du bruit médiatique, c'était à peu près équivalent au conflit israélo-palestinien, au niveau du volume, quoi. Donc, les agences avaient une injonction extrêmement forte, puisque les clients se demandaient, tout le monde s'est un peu demandé, s'est retrouvé les yeux dans les phares, quoi. On avait le problème effectivement de la création de contenu, mais aussi des heures, du business model, etc. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. En agence, et du coup on a aidé les agences avec du bridging avec les médias. On a travaillé avec des médias, donc on a fait des rencontres parce que finalement cette relation est assez forte. On a fait de la formation pour baisser cette notion un petit peu d'inquiétude, donc pour mieux comprendre l'algorithme, pour mieux comprendre les associations avec les tokens, hein, comment tout ça fonctionne. Donc on a fait ces choses-là. Et finalement, ça réplique le modèle d'agence. On a fait d'autres choses, j'en parlerai juste après. Mais en agence, effectivement, quelques conseils. Il faut, donc, le premier conseil, c'est de s'emparer des technologies. Ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et c'était aussi la position du syndicat de conseil en relations publiques. Donc il faut y aller. Il faut se former. Donc le SCRP propose aussi des formations. Il y a des tas de gens très bien qui le font. Il faut aussi s'appuyer sur les gens en interne qui ont une certaine affinité pour le faire. Donc il y a plus ou moins des technophiles dans les agences ou dans les organisations. Il faut utiliser ces gens-là. C'est comme pour les réseaux sociaux. On a toujours utilisé les gens qui tweetaient ou qui Instagrammaient pour en faire les ambassadeurs des marques. Donc c'est pareil. Pour l'IA, il faut des ambassadeurs d'IA. Il faut investir aussi. Et pour que ça marche, vous disiez qu'il faut des ambassadeurs, mais avec des responsabilités et un cadre d'action. Oui, les responsabilités, effectivement, ça repose toujours sur les usages et les pain points, quoi. Les responsabilités, c'est d'identifier où est-ce que les IA peuvent permettre de faire des choses nouvelles et d'aller plus vite. Et ça, il y a quand même beaucoup d'endroits. Je vous ai coupé, vous parliez d'investir. Oui, investir, parce que 2 requêtes, ou je ne sais pas combien, je ne sais pas qui a dit ça, mais effectivement, il y a un moment où les outils grand public, entre guillemets, vont avoir leurs limites. C'est dommage. Mais c'est forcément un sujet. Il y a besoin d'investir à minima dans des abonnements professionnels. Pour les professionnels, j'espère que beaucoup d'entre nous ici l'ont fait. Et au plus dans l'innovation pour trouver justement des cas d'usage très spécifiques aux agences ou aux annonceurs qui vont marcher. Est-ce que c'est dans l'imagerie? Est-ce que c'est dans la créativité? Il y a des tas d'endroits, mais il faut savoir où est son avantage compétitif ou son différentiel pour investir spécifiquement là-dessus, quoi. Le niveau de maturité des agences, Frédéric? Le niveau de maturité, il est variable. Le problème, c'est que sur les 10 dernières années, on s'est pris plusieurs grandes innovations technologiques. On a vu arriver les smartphones, on a vu arriver les médias sociaux, on a vu arriver le cloud. Donc, on a l'injonction de travailler toujours plus vite. On n'a pas forcément le temps de se former. Donc, petit à petit, on a, par analogie avec ce qu'on appelle la dette informatique, on a une dette numérique qui se creuse. Donc c'est un déficit de compréhension, c'est un déficit de pédagogie autour d'usage et de technologie numérique. Et là, effectivement, l'IA, elle arrive pas forcément à un bon moment parce qu'on a une forte dette dans n'importe quelle agence. Si vous vous mettez à souscrire à des abonnements ChatGPT, Claude, Midjourney, à les distribuer à droite et à gauche, non seulement vous allez perturber le quotidien de ceux qui vont les prendre en main parce qu'ils vont apprendre sur le tas, mais vous allez frustrer ceux qui n'ont pas les licences, mais en plus, vous allez perdre de l'argent, du temps, donc c'est pas simple. C'est pas simple cette histoire d'adoption parce qu'on est sur un changement radical dans la façon de travailler, encore une fois, avec la fusion ultime entre l'homme et la machine, donc le binôme pour arriver à produire des choses.
Et ça, c'est quelque chose, voilà, c'est pas que de la manipulation. Il suffit pas de dire, bah tiens, je vais te montrer comment on prompte, je vais te montrer sur quel bouton appuyer. C'est revoir profondément la façon dont on travaille, aller sonder l'âme humaine pour lui faire comprendre que la machine, elle n'est pas méchante. Voilà, c'est pas simple. On est d'accord. Vous me parliez aussi des craintes en fait sur cette histoire d'adoption, c'est-à-dire que vous me disiez les gens ont peur, ce qui est tout à fait légitime, de sécurité, de confidentialité, de souveraineté. Vous leur répondez quoi? Alors, c'est un faux débat. Qu'il y ait une crainte chez les salariés, c'est tout à fait normal. N'ayez pas honte de ça. Vous avez le droit d'avoir peur. 1, parce qu'on ne vous a jamais expliqué correctement ce que c'est que l'IA. 2, parce qu'on a une pression médiatique qui est énorme. Donc, qu'il y ait une crainte, c'est pas grave, c'est normal. Vous avez le droit. Cette crainte, elle va s'exprimer de différentes façons. On va développer une espèce de résistance au changement et on va invoquer des prétextes pour ne pas changer. Notamment la sécurité, notamment la confidentialité, notamment la souveraineté, qui sont des faux prétextes. La sécurité. Parlons de vos mots de passe. Comment vous gérez vos mots de passe? Parce que là, on va avoir une grosse rigolade, parce qu'à mon avis, c'est pas très rigoureux tout ça. Parlons de la confidentialité. Je ne sais pas. Est-ce que vous encryptez tout ce que vous faites? Est-ce que vous avez mené un audit de confidentialité? Non, je ne crois pas non plus. Quant à la souveraineté, je ne sais pas. Tous les outils informatiques que vous utilisez, ils ont été développés en France? Je ne pense pas non plus. Donc tout ça, ce sont des prétextes. Je ne critique pas, je vous l'ai dit de façon explicite, vous avez le droit d'avoir peur, de ne pas être à l'aise parce qu'on ne vous a jamais expliqué ce que c'est que l'IA, parce qu'il y a une grosse pression médiatique. Ça n'est pas grave, il faut laisser passer, on va dire, tout ça, se faire à l'idée et après ça ira beaucoup mieux. Et on ira outre ce prétexte de sécurité, confidentialité, souveraineté et ainsi de suite. Alors Christophe, je crois que vous ne partagez pas complètement le sujet de la souveraineté, mais au-delà de ça, pour vous, il y a 2 grands défis aujourd'hui qui restent à relever. Non, mais sur la souveraineté, après, moi, ce que je remarque, c'est un vieux sujet qui revient sur le devant de la scène compte tenu des tensions géopolitiques actuelles. La souveraineté, c'est ancien dans le domaine du logiciel, c'est-à-dire que ça fait des années maintenant qu'on nous demande d'avoir les données hébergées en France, par exemple, pour des clients français. Avant, c'était que les clients de la défense ou de l'industrie pharmaceutique, les données sensibles. Maintenant, c'est pratiquement systématique dans les appels d'offres. Et c'est un point bloquant, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas remporter un appel d'offres si les données ne sont pas hébergées en France. Donc voilà pour la souveraineté. Après, on parle d'éthique. Souveraineté et éthique, c'est les 2 sujets qui ont été abordés, notamment dans les allocutions d'Emmanuel Macron lors du sommet de l'IA au mois de février. Et la souveraineté, il y a répondu en disant faut développer, il faut faire financer des data centers locaux en France pour l'IA. Donc ce qui se passait pour le bon vieux logiciel qu'on nous demandait il y a encore quelques années, ça se déporte aussi évidemment sur les calculs et les algorithmes d'IA. Et il y a l'éthique, il en a parlé aussi. Il y a eu un accord entre 61 pays pour développer une IA plus éthique. Alors l'éthique, c'est très large, hein, c'est notamment aspirer, collecter et aussi générer du contenu bienveillant. Et il y a plein d'autres aspects. Il y a 61 pays qui ont signé ça, sauf UK, donc Royaume-Uni et les USA, puisque GD Vance a dit l'éthique, on n'en a rien à faire, c'est contre le business, c'est contre la liberté d'expression, enfin leur liberté d'expression. Donc c'est des sujets importants. Il y a des IA comme Claude qui se positionnent sur l'aspect éthique, hein, quand vous lui demandez même est-ce que tu es une IA éthique, Claude il t'explique pourquoi, parce qu'il va faire attention à ne pas générer du contenu qui pourrait porter tort soit à l'individu, soit au droit d'auteur, comme on en parlait tout à l'heure avec OpenAI et les images de dessins animés. Donc, c'est 2 sujets, malgré tout, qui demeurent, effectivement. Alors, autre sujet dont on parle beaucoup, et dont on a beaucoup parlé récemment, les fake news. Christophe, vous avez beaucoup étudié les élections américaines. Vous me disiez que ça avait dopé le sujet de façon exponentielle. Est-ce qu'on peut en toucher un mot ? Alors, les fake news, il y a 2 aspects par rapport à l'intelligence artificielle générative notamment et analytique. Déjà, ça permet de produire de manière exponentielle du contenu faux avec des variations à l'infini
dans la tonalité et dans le vocabulaire employé. On a pu tester ça récemment, le mois dernier, sur une avalanche de contenus désinformatifs venant d'assets russes notamment. Et on voit que c'est généré automatiquement parce qu'à chaque fois, c'est un peu ce qu'on appelle le même narratif, mais qui est poussé différemment sur différents canaux et avec une étendue sémantique très, très importante. Je ne reviendrai pas sur les deepfakes. Je disais lors de la préparation, maintenant c'est pratiquement un niveau philosophique, la fake news, c'est-à-dire est-ce que c'est encore important d'en parler tellement c'est produit de manière industrielle par certains dirigeants, notamment aux USA. Donc malgré tout, et ça c'est le deuxième aspect, on nous a toujours demandé en analyse média et social média d'essayer de détecter le mieux possible les fake news. Et j'étais un peu déçu par la capacité notamment de Grok, que j'ai beaucoup utilisé sur cet aspect-là, à pouvoir détecter la fake news parce que, en gros, sans avoir fait d'études statistiques très poussées, si la fake news n'a pas été au préalable débunkée, voire démystifiée, je ne parle pas de la fake news un peu rigolote de géants extraterrestres qui construiraient les pyramides. Hein. Je pense de celle qui est un peu plus insidieuse, où on tord, on transforme l'information, avec un peu d'information vraie, et puis de la fausse information à l'intérieur, l'expansion de l'OTAN, ou ce genre de choses. Ça va être compliqué pour l'IA de faire la part des choses, finalement. Si un humain, à travers un média notamment, n'a pas publié un débunkage avant, donc une démystification, elle va avoir du mal, notamment avec ce gros volume des informations qui peuvent venir de certaines nations, de certains pays. Elle risque d'être noyée sous le faux contenu, même s'il y a eu du fact-checking avant. Donc, ça reste un domaine où ce qu'on appelle l'esprit critique reste nécessaire dans ce domaine-là. L'IA va apporter une aide, comme très souvent, mais elle ne va pas forcément résoudre le problème. Elle va vous dire noir sur blanc, ça c'est vrai ou ça c'est faux. Voilà. Et d'ailleurs, quand on interroge, je reviens Claude là-dessus, est-ce que tu es le meilleur outil pour détecter les fake news? Il dit il faut toujours faire appel à l'humain en dernière instance avec son esprit critique. Voilà. Après ça, les fake news, je pense que ce n'est pas réellement le problème, parce que c'est pas si compliqué pour un humain d'arriver à les détecter. Je pense que le souci, c'est, comprenez bien que les modèles génératifs, ils apprennent sur la base de contenu qu'on va leur donner. Donc, à partir du moment où aujourd'hui, vous avez des journalistes qui ne transmettent pas la vérité, mais leur vérité, au sein d'organes de presse reconnus comme fiables, ben ça peut perturber une IA. Regardez par exemple cette histoire d'inéligibilité de Marine Le Pen. On va vous dire « Ah, ils n'ont fait qu'appliquer la loi ». Bah non, une loi, ça s'interprète. En l'occurrence, il y a plusieurs lois qui sont empilées pour arriver à cette décision. C'est pas si simple. Et c'est là où effectivement, là les IA vont ramer, parce que même les journalistes, même les juristes, ils rament à dire bah, est-ce que oui ou non ça a été bien fait. Donc là, je ne pense pas que Claude ou Grok ou ChatGPT va pouvoir démêler tout ça. À mon avis, ce n'est pas possible. Et c'est tout le problème de notre époque qui est extrêmement ambigu et complexe. Voilà, là, ça ne va pas aider. Vous parliez de vérité alternative et c'est exactement ce que disait Christophe. Ça veut dire qu'on va avoir, par exemple, vous me donniez un exemple tout bête, le gouvernement envisage d'augmenter la TVA. Finalement, c'est pas complètement vrai, c'est pas complètement faux. Et c'est ça qui pose aujourd'hui problème dans l'alimentation de cette... Souvenez-vous, le mouvement des Gilets jaunes, c'est a priori des agents russes qui propagent l'idée que peut-être que le gouvernement va augmenter la TVA. Tout est parti de là. Donc même si cette rumeur était fausse, le mouvement il est parti. Après, ça a dégénéré, vous connaissez l'histoire, mais comprenez bien que c'est une IA, malheureusement, elle ne peut pas tout faire. François, votre avis sur ce sujet-là? C'est intéressant parce que nous, on est des producteurs d'informations finalement, et on a toujours plaidé pour travailler en bonne intelligence avec les journalistes qui sont aussi des producteurs d'informations vérifiées, validées. Voilà, c'est leur travail, c'est notre travail. Donc on a une forme de responsabilité et de responsabilité à mieux collaborer aussi avec le monde des médias, ce qu'on essaye de faire.
Parenthèse sur l'esprit critique, on a aussi dans notre déclaration d'engagement du SCRP, une des conditions, c'est vraiment de faire œuvre critique. On en a déjà parlé, mais parce que c'est ce qui est important. Un cas qui est arrivé entre le moment de la préparation et maintenant, parce que je me suis interrogé sur les fake news, c'est vrai que la fake news, le gros balourd, bon, ça ira, c'est plutôt la déformation d'informations, et la réplication quasi immédiate qui peut en être faite par tout un tas de robots divers et variés qui peuvent skinner un site web très facilement, Le Parisien, tout ce qu'on voudra, et puis créer des contenus en quelques secondes sur la base d'un contenu vrai, mais qui peut s'avérer erroné. Par exemple, un de mes confrères travaillant pour une chaîne de magasins, un magasin dans une région ferme. Bon, ça arrive, voilà. Sauf que ce à quoi ils ont été confrontés, c'est que a surgi de nulle part des informations selon lesquelles l'ensemble de la chaîne de magasins fermait, quoi. Et donc, d'une information locale, pas très gaie, mais voilà, ça arrive. Toute l'entreprise s'est retrouvée dans une situation de crise. Et je crois que finalement, c'est plus ça qu'il faut regarder. Pour nous, la fake news, c'est un peu l'information erronée qui va gérer des situations de crise. Et les communicants vont se retrouver face à des robots. Ma consoeur, à qui j'ai parlé, parce que je trouvais ça fascinant, elle m'a dit on a arrêté, on a laissé tomber, on ne pouvait pas lutter contre ces robots-là. Par contre, on a travaillé avec l'entreprise pour être plus proactif, expliquer. Bon, voilà, elle a fait son boulot de communication de crise, mais ces situations-là risquent de se multiplier. De se multiplier. Une fois qu'on a parlé du présent, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme nouveaux usages un peu plus prospectifs ? François, vous me disiez notamment, il va falloir qu'on apprenne, ça rejoint un peu ce que vous dites là, à influencer l'IA. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on apprenne que l'IA, au même titre qu'un journaliste, est notre nouvelle cible aujourd'hui. Oui, alors encore une fois, Frédéric m'a donné un bon exemple tout à l'heure parce que son agent, je crois que c'est l'agent que tu as présenté, Perplexity, bizarrement, je ne redirai pas le nom, mais en fait, il a sorti un de mes clients. Quand tu lui as posé la question, c'était un de mes clients sur la slide. Alors j'étais content, j'ai fait... parce que quelque part, effectivement, c'est le deuxième volet du travail qu'il va avoir à faire, puisque les IA vont se nourrir, vont nourrir l'information de contenus eux-mêmes générés par l'IA. Il va y avoir un travail d'influence des IA à faire pour les communicants, puisque ce que l'on voit, ce que l'on croit, ce que l'on achète va se retrouver finalement orienté par des robots et des intelligences artificielles. Alors, c'est déjà le cas avec les algorithmes, etc. Mais ça va aller de plus en plus loin. Donc, effectivement, on a aussi ce nouveau champ d'exploration de la communication qui s'ouvre avec ces moteurs-là. Avec des faux semblants sur le sujet, parce qu'on se fait des idées fausses sur comment les IA génératives travaillent. On n'a peut-être pas forcément le temps d'en parler maintenant. D'autres sujets qui vont changer ou qu'il va falloir commencer à envisager? Vous me parliez de la seconde génération d'outils, parce que vous me disiez là, on n'en est qu'au démarrage, mais tout ça va disparaître et on va avoir en fait une seconde génération d'outils qui va encore être différente. Oui, parce que rendez-vous compte, il y a quelques mois, on n'avait pas de modèle de recherche, on n'avait pas de modèle de raisonnement. Donc voilà, c'était simplement question-réponse. Aujourd'hui, vous pouvez demander à une IA générative de vous faire une recherche profonde, la Deep Research. Il va vous soumettre un plan de recherche avec un dossier en résultat. On a également des modèles de raisonnement, donc il va vous soumettre un raisonnement en décomposant. Donc ça, c'est les choses qui n'existaient pas il y a 3 mois. Donc imaginez, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, on aura d'autres types de modèles qui fonctionneront différemment. On a également d'autres types d'outils, par exemple les agents autonomes, agents intelligents, qu'il va falloir apprendre à manier, avec lesquels on va devoir cohabiter dans notre quotidien professionnel. Je peux vous garantir qu'on n'a pas fini encore. Il va falloir être un peu souple d'esprit, et voilà, parce qu'il y a beaucoup de changements à venir. Et la révolution de l'image, Christophe en parlait aussi pendant la préparation, ça veut dire qu'avec l'IA, c'était déjà le cas, mais l'avènement de l'IA va être encore surpuissant, et c'est de nouveaux modes de communication envisagés de toute urgence par tout type d'agence de communication. C'est ça? Oui, tout à fait. Partez du principe que vous ne pouvez pas avoir confiance en n'importe quelle image ou vidéo que vous voyez, parce qu'aujourd'hui, on a des capacités de génération qui sont, on va dire, assez stupéfiantes.
Mais c'est pas grave. Il y a d'autres choses qu'on peut faire avec ça. Par exemple, si vous travaillez pour un client où d'habitude c'est le patron qui s'exprime, on ne peut pas le faire s'exprimer comme ça, d'accord? Parce que s'il doit par exemple faire une déclaration vidéo, il faut amener une équipe de tournage, il faut qu'on ait une pièce qui soit insonorisée, il faut qu'il soit maquillé, habillé et ainsi de suite, il faut qu'il ait son texte. Bref, ça ne se fait pas du jour au lendemain. S'il y a une situation d'urgence, ça va poser problème. Ce que vous pouvez faire grâce au modèle génératif, c'est que vous allez modéliser votre patron. On va modéliser son visage, sa voix, sa gestuelle, sa façon de s'exprimer. Comme ça, si on doit réagir vite, pas besoin de faire venir une équipe de tournage, pas besoin de faire venir une ou un maquilleur qui enfile son plus beau costume. On va générer un avatar de ce patron qui va faire sa déclaration en 1 heure ou 2, même pas. Donc on va pouvoir être beaucoup plus réactif. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que vous avez dû connaître ces situations où effectivement on a des patrons qui veulent impérativement s'exprimer, mais qui ne sont pas forcément, on va dire, très à l'aise devant une caméra. Ça, c'est la bonne façon de voir les choses au sujet des modèles de vidéo. On a également malheureusement des dérives, et c'est ce que vous nous montrez, sur ces influenceurs virtuels. Alors, pas tout à fait virtuels, parce que ce sont des personnes qui existent, mais sur ces avatars d'influenceurs qu'on peut voir notamment en Chine, c'est ce que vous voyez à gauche. Donc, on avait déjà les KOL, les Key Opinion Leaders, vous savez, donc c'est ces Chinois qui faisaient l'équivalent du téléachat. Bon, voilà. Aujourd'hui, ils ont modélisé leur visage, leur voix, leur gestuelle, donc ils sont capables d'avoir un avatar qui va vendre comme ça des produits 24 heures sur 24. Et en plus, on va pouvoir avoir des déclinaisons régionales, parce que nous, ce qu'on appelle le chinois, c'est du mandarin simplifié, en fait. C'est le Parti communiste qui l'a imposé pour unifier le pays, mais le mandarin, il y en a 30 variantes locales. Ils ont leur façon de s'exprimer, ils ont des accents différents. Un peu comme l'espagnol en Amérique du Sud, vous avez différentes façons de parler espagnol en Amérique du Sud, c'est pareil en Chine. Donc là, à partir du moment où un influenceur va créer son avatar, il va adopter l'accent local de chaque région de Chine pour pouvoir vous vendre des choses mieux. Et ça, c'est des choses qui existent et il va falloir faire avec. Et on a également cette société française qui s'appelle Arcade. Là, je ne vous parle pas de la Silicon Valley, je ne vous parle pas de Shenzhen, je vous parle d'une société française. Eux, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont payé des acteurs au chômage. Voilà, ils les ont payés genre 500 balles ou un truc comme ça, pour pouvoir réciter un texte face caméra en cédant les droits. Et maintenant, ils proposent, je crois que c'est 3 ou 4 000 personnes différentes qui sont à disposition sous forme d'avatar pour vous vendre tout et n'importe quoi. Donc si vous avez besoin de faire une micro-vidéo pour vendre du papier toilette, pour vendre un taille-crayon, pour vendre une assurance vie, voilà, vous sélectionnez la personne, vous sélectionnez l'environnement, et en une demi-journée, on vous génère la séquence vidéo que vous balancez sur TikTok ou Instagram. Ça existe en France, il va falloir faire avec. Voilà, on a le bon côté des choses. L'avatar du patron qui est quand même beaucoup plus souple pour pouvoir travailler avec, et on a le mauvais côté du chose. L'avatar du patron. Voilà, l'avatar du patron. Donc effectivement, nous, on confirme chez Stratégie, on s'intéresse beaucoup au sujet avec les avatarisations. Alors je vais vous montrer, ça c'est les vœux de Michel-Édouard Leclerc. Attention plateau. Hola a todos y todas. Sé que les parecerá extraño, pero yo soy Michel-Édouard Leclerc II, el avatar de inteligencia artificial de Michel-Édouard. Un avatar è pratico, specialmente per parlare naturalmente in molte lingue che purtroppo non padroneggio. Jako że jestem technicznie robotem, to jest jeszcze trochę widoczne. Przepraszam za to. Mais comme Leclerc est aujourd'hui présent dans 5 pays, je peux aider le vrai Michel-Édouard à faire ses vœux dans toutes les langues. Quant à moi, je vous propose des vœux écrits automatiquement grâce à l'intelligence artificielle. Wow, t'es qui toi? T'es mon avatar? Je pense que je peux faire mieux. Queridos amigos, 2023 ha sido un año realmente muy difícil para los consumidores europeos. El aumento de los precios. Voilà, donc ce type d'avatar, on a à peu près, bon celui-là je crois qu'il y a eu plusieurs jours de travail, mais vous pouvez aujourd'hui réaliser un avatar, je crois, un avatar un peu grossier en 2-3 heures, et puis quelques demi-journées. 10 oui, minutes, très grossier, 10 minutes. Bon. Oui, c'est ça. Voilà, on va dire 2 heures, vous avez un avatar qui tient la route.
pour affiner un peu, avoir un peu d'expression, d'émotion, etc. Vous avez quand même encore quelques demi-journées. François, vous êtes aussi... là, je montre en arrière-plan également que l'Ukraine a été une des premières à adopter cette technique-là, puisqu'elle a effectivement créé une porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Ça date du mois de novembre. Donc très réaliste et qui s'exprime sur des messages clés pour le pays. Et François, vous êtes aussi convaincu de ce phénomène des avatars. Il va se généraliser très prochainement. Oui, alors prochainement, je ne sais pas, mais ça, c'est le côté visuel. Il y a aussi l'aspect contenu, donc l'intelligence derrière, c'est-à-dire tous les éléments de langage. Je pense que les IA vont nous permettre de construire des avatars à loisir avec des éléments de langage bornés, cadrés, par exemple. On est tous aujourd'hui à faire des Teams toute la journée, personne ne s'est posé la question. Hein. C'est la première étape de l'avatar. Pourtant, la téléconférence, c'est quand même un principe qui date un peu. Mais il y a un moment, ça se généralise. Je pense qu'effectivement... les marques, les entreprises vont très naturellement continuer à développer des contenus, des environnements numériques. On pourrait très bien être aussi bien représenté ici, et c'est pas nous. Les petits bonhommes, là, hein, comment on appelle ça, bref, toutes les technologies vont converger pour pouvoir donner aux gens le don d'ubiquité, renforcer la sécurité et multiplier l'amplification des messages. C'est très clair. Avec, de ce fait, une redéfinition du vrai et du faux dans l'appréhension qu'on pourra en avoir. Ça sera le mot de la fin. J'aurais aimé qu'on aborde d'autres sujets comme... qui feront l'objet peut-être d'autres tables rondes, comme le défi de la responsabilité dans l'IA, mais on n'a pas eu le temps. On a un petit peu de retard sur notre programme. Donc je vous propose de continuer avec Onclusive, avec la présentation d'Angelo Aiello, directeur SoftCell. Et je remercie nos 3 intervenants.